De votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média avec nous ce soir, Monsieur Mody Guiraud, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir répondu à notre invitation, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. La 3e édition des élections générales de représentativité syndicale s'est tenue ce mardi, sauf surprise. La CNTS devrait confirmer sa suprématie en gardant sa première place. Vous n'espérez pas mieux, j'imagine? Non du tout, je voudrais donc vous remercier pour cette invitation. Et permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de saluer, de remercier, de féliciter tous nos camarades, hommes et femmes, jeunes, sympathisants, qui ont effectivement contribué à la victoire de la CNTS lors des élections de représentativité. Et d'après la compilation des résultats provisoire sur l'ensemble du territoire national. Résultat provisoire. Oui. Nous pouvons ici confirmer, affirmer que la CNTS reste encore la centrale la plus représentative, la première centrale, malgré bien sûr tout ce que se dit et toute la campagne qui a été faite autour de cette élection. Oui. Je voudrais aussi féliciter tous nos camarades qui ont participé, tous les leaders syndicaux, toutes les organisations syndicales qui ont participé à ces compétitions. Une compétition que nous avons voulu saine, et nous remercions le bon Dieu parce qu'en fait, malgré les divergences, nous avons compétit sans qu'il y ait des actes de violence. Et cela est important pour moi. Je voudrais donc les saluer et les féliciter, n'est-ce pas, pour avoir participé à ces élections, mais également pour leur contribution à ce que ces élections se soient passées dans la plus grande transparence, la plus grande tranquillité. Transparence malgré beaucoup de manquements, notamment au démarrage du vote, avec des absences de bureau de vote, de personnel. En vérité, il faut dire quand même qu'il y a eu beaucoup de couacs. Oui. D'abord, je pense que les moyens n'étaient peut-être pas totalement au rendez-vous au niveau de l'administration. Ça, on va évaluer après. Je pense qu'il y a des retards dans le démarrage des opérations. Absolument. Dans la polarisation des travailleurs pour leur vote. Nous avons connu énormément de difficultés. À des endroits bien déterminés, les bureaux de vote n'étaient pas en place. À Thiès et Dagana, le vote a continué jusqu'à 20h par exemple. Et simplement, on a démarré tardivement, il y a eu des imperfections. Et je pense également que beaucoup de travailleurs n'ont pas pu voter. Parce que simplement, il y a eu des omissions sur les listes. La polarisation, quand on leur dit vous devez voter à tel endroit, ils ne devaient pas voter à cet endroit-là, ils devaient voter ailleurs. Nous avons des camarades qui sont polarisés dans des départements très éloignés. Oui. Est-ce que ça n'entache pas tout de même la crédibilité alors? Il y a également que des chefs d'entreprise n'ont pas déposé les listes. Parce que vous savez, on est à l'heure du numérique. C'est les chefs d'entreprise qui ont la responsabilité de donner le fichier, tout à fait. Ça nous a vraiment porté préjudice. Est-ce que ça ne porte pas justement, ça n'entache pas la crédibilité du vote? Mais je pense que les tendances sont là. Je pense que les tendances sont là. Il faut regretter seulement que le niveau de participation est assez faible, compte tenu des manquements que nous venons de signaler. On n'a pas encore un chiffre officiel pour le moment. Je pense que... mais pour vous, ça va tourner aux alentours. En 2017, par exemple, on était à 28%. 28%. Vous pensez qu'on sera en dessous de ces chiffres? Pour la synthèse, pour le taux de participation global. De participation, je pense qu'on sera à peu près autour de ce chiffre, 27% peut-être. 27%. De 27% de participation. On ne fera pas mieux qu'en 2017 selon vous? Non, je ne crois pas. Parce que quand même, il y a eu beaucoup de manquements. Et puis, voilà, je pense que le taux de participation ne va pas aller au-delà, d'après mes chiffres. Voilà. En tout cas, les tendances vous placent en tête, on l'a dit, à Ziguinchor par exemple, le taux de participation là-bas en revanche a été très élevé, on parle de plus de 50% à Ziguinchor, et vous êtes largement là-bas également devant l'UNSAS de Mademba Sok. Qu'en est-il des autres territoires ou bien partout, franchement? Je pense que sur les 14 régions, je pense vous venez en tête. Nous venons en tête au moins au niveau de... sur 7 ou 8 régions, je crois bien, donc dans la région de Dakar, où il y a la concentration de la majorité donc, des effectifs. N'est-ce pas? Mais nous sommes handicapés, nous avons été pénalisés, parce que nous sommes aussi bien forts dans le secteur public que dans le secteur privé. Malheureusement, dans le secteur privé, avec la multitude de chefs d'entreprise et de travailleurs, malheureusement... Et ça, c'est la responsabilité du ministère?
il y a la responsabilité du ministère, mais aussi il y a également l'administration territoriale. Oui, les préfets notamment. Les préfets. Et comme vous le savez, il y a eu également des mutations à ce niveau. Absolument. Avant il y a eu un vaste chamboulement récemment. N'est-ce pas? Et bon, malgré cela, les gens ont essayé quand même dans une volonté de coopérer, d'essayer de pallier à ces manquements quelquefois. Mais pour d'autres, quand même, c'était déjà trop tard. Mais il faut ajouter aussi que peut-être à notre niveau, en tant que syndicat, nous avons une responsabilité de n'avoir pas peut-être suffisamment communiqué. Oui. Parce que des travailleurs sont venus également vers nous pour nous dire que nous, en pleurant, parce qu'ils ont pris le mauvais bulletin. Oui. Ils ont renforcé d'autres au lieu de renforcer le central. Oui. Mais et d'autres Sénégalais ne connaissent même pas l'existence de cette élection. Rappelons-le, qui est quand même à sa 3e édition. Voilà. La première, c'était en 2011. Il y a eu une autre en 2017. Et la 3e, donc, en 2023. Voilà. On va parler de la CNTS, puisque, encore une fois, les tendances vous placent en tête. Vous avez toujours milité pour la restauration de la crédibilité du mouvement syndical Modigi. Repensez-vous être mieux entendu aujourd'hui plus qu'hier? Je pense quand même qu'il faut faire remarquer quand même que l'environnement reste un peu difficile. Souvent, les positions partisanes, n'est-ce pas, ne militent pas en faveur d'une bonne information. Il y a plutôt le désir de se faire voir, de mettre en avant de la démagogie, le fait d'avoir dégrainé d'avoir le maximum d'adhérents, et que nous ne sommes pas dans cette voie. Oui. Nous pensons que la meilleure voie, c'est la voie durable, c'est celle-là de dire la vérité aux camarades, qu'ils soient sur la bonne ou la mauvaise position, il faudrait arriver à les accompagner dans la vérité. Mais ça, c'est à cause de l'enjeu peut-être. Rappelons qu'il y a eu 12 centrales en lice et que les 4 premières captent la subvention annuelle de 600 millions de francs CFA, mais aussi vont représenter les autres à la table de négociation avec l'État et le patronat. Absolument. Donc l'enjeu peut-être fait qu'il y a peut-être un peu de démagogie, comme vous dites. Oui, un peu de démagogie de calcul, parce que quand même, si vous voyez les résultats, vous voyez que par exemple, il y a des organisations qui ont bénéficié quand même de l'appui d'autres organisations d'autres organisations autonomes au sein de l'éducation, par exemple. Tout à fait. C'est une polarisation et ce sont scindés en 3 parties. Oui. Une partie a soutenu l'UNSAS, l'autre partie a soutenu la CNTS FC et la 3e partie a soutenu la CSA. Oui. Mais ça, c'est des organisations autonomes, indépendantes, qui sont venues renforcer en dehors de ces organisations et qui sont suffisamment outillées en matière, qui ont l'expérience des négociations, des élections, parce que c'est des enseignants qui sont toujours dans cette mouvance, qui connaissent comment faire, qui sont également... Et qui connaissent le terrain, en effet. Le terrain, comme tout le monde. Donc, ils sont venus renforcer ces gens-là. Oui. Donc, mais il n'empêche... Mais ce que je voudrais dire, c'est ces renforcements qui ont peut-être relevé le niveau, donc, le taux obtenu par ces organisations. Mais ça n'eût été pas ce chien-là. Je pense qu'encore... Ça aurait été un score soviétique. Absolument. Quels seront... aspect, comme je l'ai dit, c'est que nous avons connu pas mal de manquements de la part des entités privées qui n'ont pas donné vraiment les noms de leurs employés. Mais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de travailleurs qui sont en situation irrégulière. On en a parlé également dans l'émission. C'est un problème également. La précarité de l'emploi. Beaucoup de journaliers qui sont utilisés. Et ça, c'est pas tout la responsabilité, parce que j'entends des journalistes en parler, mais c'est plutôt la responsabilité de l'État, particulièrement du ministère du Travail, qui devrait mettre des moyens supplémentaires à la disposition du ministère du Travail pour qu'il y ait beaucoup plus de contrôleurs du travail qui peuvent descendre et voir la situation de ces travailleurs-là et essayer de les faire régulariser. Pour notre part, nous partons partout où nous sommes saisis, parce que vous ne pouvez pas intervenir en tant que centrale si les travailleurs concernés ne viennent pas vers vous, qu'ils acceptent également de se mobiliser, de se battre pour améliorer leur sort. Nous l'avons fait avec 498 travailleurs au niveau de la Sénélec qui étaient sur des contrats de précarité. Ils ont été régularisés en CDI.
sur Ila Touba avec les Chinois. Oui. 600 travailleurs nous sommes battus avec eux, ils ont été régularisés. Justement, c'est ce que nous faisons. Justement, intéressons-nous à ces nouvelles luttes qui vous attendent. Quelles seront les priorités de ce nouveau mandat, encore une fois, si les résultats officiels vous confirment? Votre camarade Mademba Sock, par exemple, de l'UNSAS, lui, durant la campagne, a promis de se battre pour l'augmentation du SMIC qui est actuellement à 58 900 francs CFA. Pour vous, quelles sont les nouvelles luttes, les priorités de votre mandat? Je pense que le SMIC a été augmenté il n'y a pas longtemps. En 2021. Voilà, en 2021. Donc voilà, bon, chacun avec ses priorités. Moi, je pense que nous avons pris des engagements. Ce ne sont pas des engagements. Nous avons accompagné les travailleurs des collectivités territoriales parce qu'il faut le rappeler, s'ils sont arrivés à avoir un accord, c'est la synthèse et son secrétaire général qui ont interpellé les autorités de la République. Monsieur Talla, je n'étais pas là, quand ils étaient à leur 7e plan d'action, il est interpellé pour dire qu'il faut recevoir les syndicats. Si Ndiaye n'est pas là, il est décédé, Dieu paie son âme. Absolument. Puis les autres, nous sommes majoritaires dans les collectivités locales, ce que les gens ne savent pas. Il les a reçus et c'est à part de là qu'ils ont eu le protocole pour aller vers le recensement des travailleurs des collectivités territoriales. Nous les avons accompagnés et je pense qu'ils sont dans leur droit parce qu'on doit leur payer. Et je pense que les autorités que nous avons rencontré également avec les travailleurs, le Premier ministre. Et c'est une grève qui perdure, qui a duré. Mais il faut la gérer et la vider définitivement. Vous avez la situation des enseignants qui est là également, qui attend d'être résolu. Quand ils sont venus nous voir, n'est-ce pas, nous avons pris les moyens pour les mettre à leur disposition, pour qu'ils convoquent un séminaire. Et à part de ce séminaire, ils ont produit un document sur lequel ils devraient pouvoir s'appuyer et discuter avec les autorités. Et ce document, aujourd'hui, faut l'objet de traitement au niveau donc, de l'administration centrale, des plusieurs autorités de la République. Et nous pensons que dans quelques temps, cette question va être vidée également. Nous devons ces chantiers, nous allons les poursuivre parce que nous avons pris l'engagement. C'est votre priorité. Absolument. Si vous étiez un président, j'allais vous demander votre premier décret, mais là, aujourd'hui, si on vous confirme, qu'est-ce que vous allez faire? C'est des priorités. Ce sont des priorités sur lesquelles nous allons nous battre avec nos camarades. Et également, il y a la question des EPS. N'est-ce pas? C'est des questions parce que nous sommes pour la justice sociale. Il nous faut beaucoup plus d'équité dans le traitement des travailleurs partout. Et l'État a la première responsabilité pour que dans le traitement salarial, qu'il y ait beaucoup plus d'équité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Plus d'équité et de justice sociale, parlons justement du secteur informel, qui est un secteur également très important. Comment mieux prendre en charge leurs préoccupations, les préoccupations des travailleurs du secteur informel évaluées à plus de 70%, tout de même organiser et protéger les travailleurs du secteur informel n'est-il pas le défi majeur du syndicalisme? Un défi majeur, mais je voudrais répéter encore une fois que les décisionnaires, comme des enseignants, mais pas de même, vous avez les décisionnaires. Ces décisionnaires également, comme je l'ai dit, nous les avons accompagnés, un séminaire, un document à l'appui qui permet donc à l'État de mieux comprendre la demande et d'agir. Et nous pensons que cela va trouver une solution. En tout cas, nous les accompagnerons. C'est notre devoir et c'est notre responsabilité. Le secteur informel, nous y sommes. Je pense que depuis nos économies sont portées essentiellement par l'économie informelle. Absolument. 85% du PIB dans certains pays. Tout à fait. Il est tout à fait normal que nous puissions voir comment les accompagner vers la formalisation pour qu'ils accèdent également à la protection sociale. Absolument. Parce que la protection sociale est une des priorités pour nous par rapport à cette population de travailleurs et de travailleuses. J'ai l'habitude de dire aussi que le secteur informel, c'est le tunnel en fait qui mène vers l'immigration irrégulière. Et nous avons ce qui se passe aujourd'hui. Comment faire pour freiner cette immigration irrégulière? Il n'y a pas d'autre solution que de donner des emplois aux jeunes. Et à ce niveau, les organisations syndicales pour jouer leur partition, aux côtés de l'État, des employeurs, pour réfléchir et proposer des stratégies et des pistes de solutions. Ces élections se sont déroulées après la crise Covid-19, la pandémie, le conflit russo-ukrainien toujours en cours d'ailleurs. Ces facteurs exogènes, Mondiguro, ont lourdement impacté les pays et les travailleurs en ont pâti. Faut-il repenser le modèle de la protection sociale au Sénégal, notamment après ces événements qui ont beaucoup impacté les travailleurs? Moi, je
pense que le problème de la protection sociale, il n'y a pas de secret. C'est la question de fond, c'est de trouver le financement. Oui. Et nous avons également des possibilités. La CNT a toujours été une force de proposition dans ce domaine. Vous savez, quand on parle de la retraite à 60 ans, quand on parle du SMIC, quand on parle de la révision du code du travail, quand on parle... Il y a beaucoup de choses. C'est des questions, la baisse de la fiscalité sur les salaires, c'est des revendications qui viennent de la CNTS. Et puisque nous sommes ensemble, nous les partageons avec les autres qui appuient sur l'autonomie de gestion des instituts de prévention sociale. Rien n'est donné. Donc c'est en prenant ces initiatives, avec l'apport de tout le monde, en montrant également à nos partenaires sociaux que nous sommes déterminés à faire aboutir les revendications, que les résultats sortent. Donc je pense que sur ces questions, donc, on est tout à fait prêt. Oui. On est tout à fait prêt. Je parle de repenser le modèle parce que... Le modèle, la question de fond, c'est le financement. Et quand vous trouvez le financement, vous réglez en grande partie la question de la protection sociale au niveau du secteur informel. Parce qu'il s'agit d'avoir une grande solidarité. Pour financer ceux qui travaillent, vous avez un régime contributif et un régime non contributif. Tout à fait. De telle sorte que vous pouvez développer... Je peux donner un exemple. Allez-y. Si nous prenons par exemple au Sénégal, vous ne pensez pas qu'il est possible, dans le cadre d'une solidarité, de faire en sorte que chaque travailleur, chaque personne, chaque citoyen sénégalais, parce que vous allez chercher des documents un peu partout, puisse dire, et nous allons dire que nous allons tous adhérer ou cotiser à une cotisation sociale obligatoire dédiée à la protection sociale. On vous dit qu'annuellement, chacun d'entre nous, dans cette solidarité, nous prendrons une carte. Nous allons déposer 2000 francs ou 1000 francs ou 2000 francs pour chacun d'entre nous avec une carte. Partout où vous irez pour chercher un document ou quelque chose, si vous ne montrez pas la carte, c'est parce que vous n'avez pas contribué à la protection sociale. Et cette manne d'argent peut servir au financement de la protection sociale. Tout à fait. Indépendamment de tout ce que les autres pourraient faire. Oui. La pandémie a révolutionné la manière même de travailler. Mody Guiro, par conséquent, les travailleurs aspirent à de nouveaux droits. Quelles sont les améliorations, selon vous, qui pourraient conduire les travailleurs au bien-être, tout simplement? Pas forcément une augmentation de salaire, parce que quand on parle d'avantages dans ce secteur-là, on pense tous à plus de zéro dans la fiche de paie, mais il y a des minimums qui peuvent contribuer au bien-être des travailleurs. Je suis d'accord, je pense que le salaire est un aspect qui permet de contribuer au bien-être du travailleur, mais ce n'est pas le seul élément. Je pense qu'il faudrait aussi, au niveau de l'environnement du travailleur, d'abord lui permettre de travailler dans des conditions de travail sûres et salubres, d'abord, mais d'avoir la possibilité également de se soigner, de soigner sa famille, d'entretenir sa famille, d'avoir des éléments. Mais en plus, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la politique sociale globale de l'entreprise, mais également du pays, des autorités. On parle ici, par exemple, du logement. Je pense que le logement est un aspect important. Chacun a le droit de se nourrir. D'abord, les prix, il faudra les réguler, qu'ils soient à la portée des populations et des travailleurs. Il faudrait qu'ils puissent se loger correctement et que le logement soit à la portée des gens en fonction de leur salaire. Ça c'est le discours, mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. C'est la responsabilité politique. On le sait tous. C'est la responsabilité. C'est trop facile de dire qu'on est dans un environnement libéralisé. Mais l'État a l'obligation de protéger ses citoyens et trouver des mécanismes. Et cela, on peut le faire que dans le cadre d'un dialogue bien compris, avec des mesures qui sont là, d'autres éléments. C'est qu'il faut aussi, en tant qu'État, qu'il y ait des politiques, n'est-ce pas, d'accompagnement, surtout des jeunes travailleurs. Quand vous travaillez jeune, il faut qu'au niveau de l'État, ce qu'on peut faire, l'État peut agir sur le taux de bonification au niveau l'État ne fait pas assez dans la protection sociale. L'État accompagne, l'État subventionne, mais il y a d'autres aspects sur lesquels l'État devrait mettre l'accent. Parce que vous voyez des enseignants, vous voyez des jeunes travailleurs qui se lèvent pour dire qu'il nous faut des prêts DMC parce qu'ils veulent accéder à la propriété bâtie à moindre coût. Mais avec le taux de bonification, l'État pourrait agir et dire aux banques, écoutez, mettez en place des lignes de crédit. Tout travailleur qui est solvable, qui a la possibilité, avec une garantie de son employeur, sur 40 ans... Mais ça, ce sont vous, les syndicalistes, qui doivent porter ces combats. Vous me donnez l'opportunité, parce que tout ce que nous disons, nous ne le disons pas dans la rue. C'est ça
ça la difficulté. Oui. Mais est-ce que le syndicalisme n'est pas devenu un peu trop un syndicalisme de bureau aussi? Pas du tout. Je pense que l'évolution, il y a une évolution. Oui. Le monde change. La manière dont on faisait le syndicalisme avant, il est différent de celui d'aujourd'hui. Le syndicalisme d'aujourd'hui, ce n'est plus un syndicalisme de combat uniquement, de manifestation. C'est aussi un syndicalisme qui requiert de propositions, de lutte, donc des propositions. Pas seulement un syndicalisme de plateau de télé aussi. Non, du tout. Moi, vous m'avez rarement dans les plateaux de télé. Vous m'avez très rarement dans les plateaux. Non, pas vous au sens personnel, mais pour les autres. Mais pour moi, ce que je dis, c'est l'efficacité. Il faut une force de proposition. Quand vous êtes devant les autorités, vous devez être capable de dire voilà ce que nous pouvons faire ensemble. Voilà ce que nous proposons. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes centrales syndicales. Nous accompagnons des travailleurs actuellement dans des entreprises pour améliorer leur sort, des négociations qui se font régulièrement, mais ça, vous ne le savez pas. Quand les enseignants luttent pour améliorer leur sort, nous les discutons avec eux, nous les accompagnons. Et je vous pose, et j'insiste sur cette question parce que le syndicalisme est centenaire au Sénégal. Vous le savez, Mody Guiro mieux que moi, le premier syndicat enregistré date de 1923. Nous sommes en 2023, donc il y a 100 ans de là. Vous, par exemple, vous militez depuis plusieurs décennies. C'est un engagement militant, dites-vous. Vous avez encore l'envie d'aller au front? Toujours. Oui. Mais vous savez, aller en l'envie au front, j'en ai toujours envie. Mais cela ne dépendra pas de moi. Je pense que le responsable syndical, Mody Guiro, il sait lui jusqu'où il peut aller. Il sait de quoi il est capable. Mais la question principale, c'est les troupes qui sont derrière, sont-ils prêts pour avancer, pour aller de l'avant, pour se battre? Et quand vous avez un environnement pollué comme cela se passe aujourd'hui, avec une concurrence quelquefois malsaine, avec tout ce que vous voyez, je pense que quand vous engagez une lutte, c'est pour la gagner. Ce n'est pas une lutte pour la... Moi, je n'engage pas une lutte pour la perdre. Toutes les luttes que nous engageons, nous devons les gagner. Parce que nous sommes des gagneurs. Et à part de là, nous réfléchissons. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez des troupes, il faut qu'elles soient prêtes, il faut qu'elles s'engagent et vous allez avec eux. S'engager n'est pas prendre l'État au collet, mais en tout cas vraiment porter les revendications des travailleurs. C'est ce que nous faisons quotidiennement. Est-ce que, dernière question, est-ce que là vous allez remplir encore une fois si les résultats sont confirmés pour 4 ans de plus, puisque ces élections ont lieu tous les 4 ans, est-ce que c'est votre dernier mandat? Peut-être. Vous savez, je dis peut-être. Parce que c'est Dieu qui sait, Dieu se sait. Pour parler de dernier mandat, peut-être que même ce mandat, est-ce que je vais le terminer ou non? Dieu se le sait. J'entends bien, mais est-ce que après ces 4 ans... On verra. On verra. On est dans cette voie. Je pense que moi-même, j'ai dirigé le mouvement syndical africain pendant des années. Je n'ai jamais postulé. Ce sont mes camarades qui m'ont toujours dit que c'était vous. Et je l'ai fait récemment au Congrès. J'ai passé le témoin à quelqu'un de plus jeune que moi. Mais pour l'instant, il n'est pas question de passer le témoin. Et c'est ce que je devrais également faire. À l'issue de ce mandat. On est dans cette mouvance. On verra. À l'issue de ce mandat. On verra. Parce que Mody Guiro n'est pas sur l'échiquier. Et l'héritage doit être bien transmis. Parce que mon prédécesseur, quand il me remettait le témoin, beaucoup pensaient que ce ne serait pas ça, que ce ne serait pas à mesure de relever le défi. Mais à la lumière de notre bilan, nous sommes fiers d'avoir bien pris cet héritage et nous comptons transmettre ce bâton à quelqu'un qui va le bien diriger qui va perpétuer votre travail. Voilà, le travail de mes prédécesseurs et également se battre pour maintenir la synthèse à son niveau. Merci beaucoup Mody Guiro. La synthèse à son niveau, c'est-à-dire la première place depuis l'existence de ces élections de représentativité syndicale. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous.